Bien, bonjour à tous. Nous sommes avec vous jusqu'à 14 heures. Vous le savez, aujourd'hui, l'émission sera composée de deux parties. Une première partie avec des invités qui sont déjà là, on va vous les présenter. Et la deuxième partie, ce sera un débat sur l'avenir institutionnel de la Guadeloupe avec les représentants de l'UPLG, de l'ANG et aussi représentants du Parti communiste guadeloupéen. Ce sera tout à l'heure. Mais pour l'instant, je vous présente Marie-Hélène Vaillant. Bonjour. Bonjour. Elle est manager unité numérique et accès aux droits de la CAF. Elle est accompagnée de Haute-Jacquet Bliando. Bonjour. Bonjour. Elle est référente numérique et accès aux droits. Je vous l'ai dit, deuxième partie, on aura Jean-Jacob Bicep, secrétaire général de l'UPLG. Nous aurons aussi Laurence Makiaba, qui est porte-parole de l'ANG, et Félix Flemin, qui est le secrétaire général de l'UPLG. On va parler de l'avenir institutionnel de la Guadeloupe, puisque vous le savez, le 9, il y aura un débat dans l'une de nos assemblées sur justement cette question essentielle pour les Guadeloupéens. Donc il était normal que les organisations politiques patriotiques soient aujourd'hui nos invités. Mais il y a l'actualité. L'actualité, c'est Iman, bonjour. Bonjour Danick, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, concernant les titres, nous allons voir une réunion publique qui a eu lieu à Cap Excellence concernant la requalification du quai Lefebvre sur Pointe-à-Pitre. Nous parlerons football avec le lancement du tournoi U16 qui a eu lieu à la résidence départementale. Nous parlerons également d'un projet REDI 360 qui concerne la coopération régionale sur la catastrophe naturelle. Et nous parlerons aussi d'une application nouvelle de covoiturage Carrosse. Voilà, mais merci Iman, qu'on va retrouver tout à l'heure dans le retour sur l'actu. Je vous l'ai dit, je reçois deux personnes, les salariés de la CAF. Pourquoi? Parce que la CAF, vous le savez, depuis maintenant plus de 3 ans, est passée au numérique. Et ça ne se fait pas sans mal, puisque en ouvrant CAF.fr et CAF Mon Compte, souvent des usagers, des allocataires ont des difficultés. C'est la raison pour laquelle la CAF régulièrement viendra aux ZCL pour essayer d'aider les personnes qui nous écoutent, et sont nombreuses le midi, à entrer progressivement dans ce dispositif. Alors, les services également sont disponibles sur une appli mobile, je la prends. Accompagnement sans rendez-vous dans les espaces multiservices de la CAF. Rendez-vous personnalisé par téléphone dans un centre d'accueil si vous êtes un petit peu perdu par le numérique. Atelier numérique en fonction des campagnes annuelles, bien sûr. Maillage sur le territoire. Tout cela, c'est offert par France Service et le choix de présenter 3 services très importants pour les allocataires. L'accès à mon compte, c'est surtout ça qui intéresse les allocataires. La déclaration trimestrielle de RSA, si vous êtes percevé le RSA. Et la mise à jour des coordonnées. Alors, l'accès à mon compte sur CAF.fr, je vais poser la première question à Aude. Bonjour, comment ça se passe? Bonjour. Pour quelqu'un qui ne sait pas, c'est la première fois. Alors bonjour, l'accès à mon compte sur moncaf.fr, tout d'abord, l'allocataire doit se connecter sur www.caf.fr. Oui. Il a accès à son compte avec son numéro de sécurité sociale et son mot de passe. Oui. Nous pouvons voir en écran comment se passe la connexion au compte. On va le voir à l'écran, bien sûr. On va le voir à l'écran, tout à fait. Voilà. Alors, la connexion à son compte sur le caf.fr, il faudra retenir 3 cas de figure. Premier cas de figure, pour se connecter, l'usager clique sur le picto « Mon compte » en haut à droite que nous pouvons voir encadré de rouge. Il devra saisir son numéro de sécurité sociale et son mot de passe. Il pourra également se connecter avec France Connect, que nous pouvons voir à droite de l'écran. Tout à fait à droite, oui. Voilà. Et s'il n'a pas encore ouvert son compte, il devra bien sûr créer son compte. Voilà. Cas numéro 1, l'usager est allocataire. Il va se connecter avec ses identifiants. Quels sont les identifiants? Le numéro de sécurité sociale, bien sûr, et son mot de passe. Dans la case en haut à droite. Tout à fait. À gauche, pardon. En haut à gauche, tout à fait, Dani. Par rapport à l'écran. Voilà, par rapport à l'écran. En cas d'oubli, il pourra bien sûr cliquer sur mot de passe oublié, procédure que nous verrons dans un instant. D'accord. Cas numéro 2, l'usager est allocataire. Il veut se connecter avec France Connect. Donc il va cliquer sur le bouton France Connect sur la droite. On continue. Une fois connecté sur France Connect, il devra choisir un compte existant parmi ceux qui sont proposés. Donc il peut choisir l'assurance maladie, Amélie, le site des impôts. Dans le cas présent, il aura choisi effectivement le compte Amélie, donc la sécurité sociale. Il va saisir le numéro de sécurité sociale et son code confidentiel. L'usager donc est identifié via son compte Amélie.
et peut ainsi continuer sur le CAF.fr. Donc vous voyez ici, l'usager est alors connecté à son compte du CAF.fr. Cas numéro 3, l'usager n'a pas de compte allocataire. Il devra bien sûr créer un compte. De la case, voilà, en bas. Alors, les différentes démarches sur le CAF.fr, tout d'abord, l'allocataire peut consulter ses droits, ses paiements. Il peut remonter sur un historique de 24 mois. Il peut également effectuer des démarches, une simulation de prestations, une demande. Effectuer également tout changement de situation professionnelle, familiale. Il peut également simuler, demander une prestation et aussi déclarer ses ressources trimestrielles et ses ressources annuelles. Ce que l'allocataire va déclarer sur son compte CAF.fr ou l'application mobile, c'est ce que nous voyons, nous, en interne. Donc, c'est important pour nos allocataires de pouvoir déclarer les informations en ordre et en heure pour que nous, au niveau de la CAF en interne, nous puissions traiter le dossier dans les délais. D'accord. Alors, il y a un problème qui se pose souvent, même pas seulement aux allocataires, à tout le monde d'ailleurs maintenant, puisque tout est numérisé, c'est la perte du mot de passe. Marie-Hélène, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Marthe-Hélène, pardon. Oui, voilà, Marthe-Hélène. Alors, quand on a oublié son mot de passe, on va aussi sur l'espace Mon compte. On clique, on pourra le voir à l'écran, on clique sur mot de passe oublié. Oui. Alors, c'est une démarche simple, rapide et instantanée, dans la mesure où, en cliquant sur mot de passe oublié, on va nous demander de renseigner notre numéro de sécurité sociale, notre nom et également un code de sécurité. Voilà, oui, pour pouvoir valider l'action. Alors, aussitôt l'action validée, à ce moment-là, on peut recevoir un code nous permettant de générer un nouveau mot de passe. Si on a renseigné, par exemple, notre adresse email ou notre numéro de portable, on pourra recevoir de manière instantanée un nouveau mot de passe qui nous permettra, comme je l'ai dit, d'avoir un nouveau mot de passe pour pouvoir accéder de suite sur son dossier CAF. Alors, on voit la procédure par mail. Alors, si nous n'avons pas... donc, on reçoit un code à 6 chiffres pour pouvoir faire l'action de suite et aller sur son compte. Si nous n'avons pas communiqué notre adresse mail ou notre numéro de téléphone à la CAF, on peut recevoir par courrier. Attention, il y a un délai d'acheminement pour le courrier, donc soyez patient, évitez d'aller régénérer un nouveau code d'accès, puisque vous allez recevoir un premier code d'accès, il ne sera pas bon, et vous allez devoir attendre le second. Donc, d'où l'importance, pour pouvoir générer un mot de passe, il faut communiquer adresse mail ou téléphone portable. Donc, on en parlera tout à l'heure de l'importance de pouvoir communiquer ces coordonnées à la CAF. Voilà. Ensuite, alors là, on parlait du fait que nous soyons allocataires. Donc, si nous ne sommes pas allocataires, on peut quand même se rendre sur le site de la CAF pour pouvoir se renseigner sur les aides de la CAF, estimer ses droits en simulant une demande de prestation. Voilà. Bien. Alors, l'autre chose à voir aujourd'hui, c'est la déclaration RSA. Et je reviens vers Aude. Tout à fait. Alors, on n'a pas parlé que de la déclaration RSA, la déclaration trimestrielle en l'occurrence. Nous avons 3 types de déclaration trimestrielle au niveau de la CAF. La déclaration trimestrielle pour le RSA, pour la prime d'activité, mais également pour l'allocation adulte handicapé. Nous allons voir la déclaration trimestrielle pour le RSA. Dès lors que l'allocataire sur son compte aura reçu une alerte, comme nous voyons sur l'écran, il devra cliquer sur l'alerte car on a besoin d'avoir des éléments pour le calcul de son droit. Avant de commencer, bien sûr, il aura une possibilité de modifier son profil si vraiment c'est nécessaire. Il pourra modifier ses différentes situations, déclarer une naissance, il pourra également modifier l'adresse mail et le téléphone. Et on l'a vu, Marthe-Hélène l'a bien dit, c'est important d'avoir des coordonnées à jour. Par la suite, il devra également accepter les différentes conditions générales d'utilisation pour pouvoir accéder à la déclaration trimestrielle. Avant de démarrer toujours, on précise aux allocataires quels sont les éléments nécessaires pour la déclaration trimestrielle. Tout d'abord, l'usager devra déclarer ses ressources pour les mois demandés. En l'occurrence, ici on voit à l'écran février, mars, avril. Si d'autres éléments sont à déclarer au niveau des ressources, il devra cliquer sur « Autres ressources à déclarer ». Un tableau va s'afficher précisant d'autres ressources perçues sur les mois concernés et il devra sélectionner les ressources et les mois en l'occurrence. Un tableau récapitulatif va s'afficher qui indique le montant et qui estime le droit qui sera payé pour l'allocataire.
Donc ici, nous voyons les éléments capitulatifs. Il aura terminé la déclaration, l'allocataire, il pourra télécharger la déclaration et est informé si des pièces nécessaires sont attendues pour le traitement de son dossier. Et visiblement, il y a trois relances par mois, c'est ça? Tout à fait. Nous avons 3 relances pour nos usagers allocataires, en début de mois, en milieu de mois et en fin de mois. Aujourd'hui, nous sommes le 1er juin. C'est le moment pour nos allocataires qui perçoivent le RSA, la prime d'activité ou l'AH de déclarer les ressources de mars, avril et mai. Vous avez bien entendu, chers allocataires. Alors, je reviens vers Marthe Hélène pour la mise à jour des coordonnées parce qu'on en a aussi besoin. Voilà. Bon. Alors, les coordonnées peuvent être amenées à être modifiées. Donc, dès l'instant où on a un signalement à faire à la CAF, à la Caisse d'allocation familiale, on se rend sur son profil où on peut soit consulter ou modifier son profil ou déclarer un changement. Donc, on a plusieurs rubriques. Là, on parle vraiment des coordonnées, le numéro de téléphone ou l'adresse mail. Mais dans la rubrique profil, on peut mettre à jour sa nouvelle adresse, si on a un nouveau RIB à renseigner. Donc, là, on parle des coordonnées de contact, l'adresse mail ou le numéro de téléphone, où j'insistais sur le fait qu'il est très important pour votre CAF d'avoir ces éléments, puisque ça nous permet de vous contacter de manière simple et rapide. Alors, par exemple, je prends la situation où je suis conseiller, j'ai besoin de régulariser votre dossier. Plutôt que de vous envoyer un courrier, à ce moment-là, je prends mon téléphone, je vous contacte, j'ai l'information en direct et ça peut me permettre de régulariser tout de suite votre dossier. Donc, c'est une information capitale. Il y a quand même une Voilà. question. Si les informations ne sont pas à jour, les coordonnées, tout ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Quelles sont les conséquences? Alors, si les informations ne sont pas à jour, on peut passer à côté d'une campagne qui nous précise justement que c'est le moment de faire notre déclaration. Les coordonnées servent aussi, on peut avoir besoin de vous pour un sondage, on peut avoir besoin de vous pour vous convier à une manifestation, et puis on ne peut pas créer son compte non plus. Pour pouvoir créer son compte CAF, on est obligé d'avoir ces coordonnées, soit une adresse mail, soit un numéro de téléphone. Et alors, on peut se dire que si nous n'avons pas ni adresse mail, ni coordonnées de contact, que faire? Il n'est pas interdit de donner le numéro d'un tiers, mais assurez-vous que ce soit un tiers, un proche, qui vous suit dans vos démarches et qui sera capable de vous dire « Tiens, j'ai reçu un message ». Ce n'est pas pour moi, mais c'est le moment de faire ta déclaration. Actuellement, nous nous déplaçons dans les communes et pour rencontrer les bénéficiaires du RSA et qui sont également retraités, ça nous arrive d'avoir des personnes qui disent « Mais tiens, on a reçu ce message, mais je ne suis pas retraité, je ne suis pas bénéficiaire du RSA. » Mais il s'avère que c'était pour un proche. Donc, le proche peut passer à côté d'une démarche. C'est quand même important de le dire que malgré tout ce travail au niveau numérique et toutes ces installations numériques qui sont importantes aujourd'hui, la CAF, on peut quand même accompagner quelqu'un au téléphone ou sur rendez-vous. Oui, bien sûr. Alors, il y a plusieurs façons de contacter la caisse d'allocation familiale. Donc, que ce soit, vous pouvez vous rendre dans un accueil. Nous avons des espaces multiservices qui sont là, justement, si on a des difficultés pour pouvoir... Le numérique, c'est vrai que de prime abord, si on ne maîtrise pas, ça peut être effrayant. Mais en pratiquant, par exemple, les bénéficiaires du RSA, voilà, progressivement, on peut apprendre. Et avec Madame Jacquet, nous sommes là aussi. Lorsque nous nous déplaçons, vous pouvez vous rendre dans un espace multiservice et préciser que vous n'êtes pas à l'aise avec le numérique. Nous sommes là pour ça, pour vous accompagner. C'est pour ça que nous faisons des ateliers, comme je vous ai précisé, lors des campagnes annuelles. Donc, on est là. On est au contact de la population. Il y a un numéro de téléphone quand même. Le 3230. Service gratuit, le prix d'un appel et le CAF.fr. Alors, je voulais rappeler quand même aux gens qui nous regardent, les allocataires, que tout ce que vous venez de voir, un petit peu rapidement, mais il fallait bien le faire, c'est encore disponible sur le Facebook de Canal. Il suffit de revenir sur le replay et à ce moment-là, vous avez la possibilité de tout revoir et j'imagine que ce soit pareil sur le site de CAF.fr. Tout à Bien fait. sûr. Bien. C'est également sur nos réseaux sociaux, Facebook, nous sommes également dessus, LinkedIn, Instagram. Mais mesdames, on vous remercie en espérant Merci que beaucoup. les allocataires ont bien compris le message et que de toute manière aujourd'hui, il faut avoir à la fois le portable, Le smartphone, quoi qu'il le arrive. smartphone et bien sûr aussi l'Internet. Oui. Parce qu'il y a encore des zones blanches, hein, n'oubliez pas En ça. fait, tout est sur le smartphone. En fait, l'application ou Oui. Internet, en fait, tout ce qu'on voudrait avoir comme renseignement sans avoir à se déplacer se trouve en matière concernant le dossier. Oui. Tout est sur soit le CAF.fr ou soit sur l'application Mon Compte. Tous les éléments y sont.
Bien, ben, je vous remercie. On va revenir tout de suite à l'actualité. La réunion publique de Cap-Excellence sur la requalification, c'était du Cœur Fèvre à Pointe-à-Pitre. Olivier Moadel était sur place, c'était hier. Eh bien, je vous souhaite vraiment une chaleureuse bienvenue pour échanger et débattre sur ces problématiques connues au centre-ville de Pointe-à-Pitre. Aujourd'hui, avec des techniciens, avec le cabinet qui a fait une étude préalable, avec la population, avec les commerçants et toutes les forces vives de Pointe-à-Pitre, nous sommes ici réunis pour faire en sorte que nous accrochions bien à ce projet qui en fait n'est plus un projet puisque les travaux vont commencer au courant du mois de juin, vont durer 14 mois et coûteront presque 3 millions d'euros. Cette problématique qui est posée par l'entrée de la rue Lamartine, elle risque de se poser de façon désagréable si demain il n'est pas fait quelque chose. Oui, c'est une très bonne initiative, surtout que ça fait un petit moment qu'on attendait de tels projets. Alors, de tels projets ne vont pas se faire du jour au lendemain. On a l'expérience de la place du marché, des quelques rues piétonnes de la ville de Pointe-à-Pitre, qui, à la longue, n'ont pas été de francs succès. Il faut dire les choses telles quelles. J'ai peur que les travaux me fassent fermer mon magasin, tout simplement, parce qu'ils n'ont pas prévu de fonds alloués aux commerçants, parce qu'on va perdre du chiffre d'affaires, clairement. Derrière, c'est une ville qui est déjà morte, donc en démarrant les chantiers de cette manière, on nous donne ça 2 semaines avant, on a une réunion pour nous dire qu'on démarre les chantiers, c'est un peu compliqué. Moi, j'avais des animations prévues, j'avais des personnes que j'ai déjà contactées, des devis réalisés. Je me retrouve à devoir, en fait, je vais peut-être mettre la clé sous la porte, moi je le sens. Le rehaussement de la chaussée, vous avez eu 8 mois d'arrêt de travaux. Ça devait durer combien de temps? Combien de temps ça a duré finalement? Donc vous avez des impondérables qui ont coûté énormément. Sans solution parce que vous n'avez fait aucune déviation de rue pour permettre, donc il y avait des voitures qui venaient, qui bloquaient, ils devaient faire demi-tour, donc il y avait des circuits, donc ça n'avait pas été fait. Donc on a un œil très attentif sur cette requalification-là, et d'ailleurs comme toutes les autres requalifications, qui peuvent être très porteurs pour la ville, comme demain nous laisser que des conséquences. Donc oui, excité de la proposition, anxieux de la faisabilité, la durée, le temps, les complications. Bon, mais il faut y aller parce que Pointe-à-Pitre est une ville qui vieillit pas bien, qu'elle a besoin de renouveau, de modernisme et de s'adapter au temps moderne et à la concurrence des autres villes et surtout des centres commerciaux. Voilà, on reviendra sur l'actualité. Pour l'instant, on repart tout de suite dans la chronique. C'est parti. Bonjour à Caroline, bonjour. Bonjour Danick. Merci d'être là. Et c'est aujourd'hui le jour de la médiation. Médiation. On va en parler. Générique, c'est parti. Caroline, la semaine dernière, le ministre de la Justice était de passage en Guadeloupe. Oui. Il a beaucoup parlé de la médiation. Oui. Je crois qu'en Guadeloupe aussi, on commence à en parler. Oui, la médiation est un sujet qui intéresse beaucoup et les magistrats et les avocats. Maître Evelyne Démocrite, le bâtonnier Evelyne Démocrite, a créé un centre de médiation essentiellement composé d'avocats en 2020. Et aujourd'hui, ce centre de médiation, je le préside. Elle m'a transmis un petit peu les rênes de la structure. Et j'avais envie de vous parler de comment ça marche, un centre de médiation et en lien avec les tribunaux. Alors, il faut dire que ça s'appelle AMAC. Alors, c'est quoi ce logo, AMAC? Alors, ça s'appelle l'Association des médiateurs et arbitres caribéens, AMAC. C'est parti. Alors, beaucoup de gens parlent de médiation, mais quelquefois de conciliation. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Alors, la médiation est beaucoup plus profonde, beaucoup plus émotionnelle que la conciliation. La conciliation, on reste sur un mode un peu plus intellectuel de résolution de conflits. On va négocier, on va discuter des règles de droit, des situations factuelles, mais on ne va pas vraiment s'intéresser à la relation, aux émotions, aux frustrations qui ont pu cristalliser des colères et des déceptions.
La médiation, elle, va s'intéresser au contraire plus aux émotions et à la relation. Et par rapport à la médiation, les gens qui sont en conflit, alors ils choisissent quoi? Ils doivent choisir la médiation ou la conciliation? Eh bien, quand la relation est bloquée, qu'on n'arrive plus à se parler, qu'on ne peut plus supporter l'idée d'être dans la même pièce, commencer par la médiation, c'est peut-être une bonne chose, mais on est deux, malheureusement. Si on veut une justice plus humaine, c'est ce que je disais la dernière fois, il faut que chaque partie mette du sien et un petit peu de considération pour le fait que l'autre est mal aussi. Et accepter de se rencontrer pour échanger sur un problème commun, c'est la base. Alors maintenant, on va parler de la médiation et des différents aspects de cette médiation. Alors, il semblerait, enfin, j'ai essayé de comprendre ce qui se passait, il y a une médiation conventionnelle ou judiciaire. Explication. Alors, la médiation, elle est judiciaire lorsqu'elle intervient, lorsque le procès a déjà commencé. Lorsqu'un procès a déjà commencé, il y a deux cas de figure qui peuvent se présenter. Soit les deux parties sont présentes à l'audience et le juge propose la médiation et elles acceptent à l'audience, auquel cas on part en médiation judiciaire. Soit il manque une partie, il y a un absent parce qu'il est représenté par son avocat, c'est un cas de figure qui peut arriver. Et dans ces cas-là, le juge ne peut pas ordonner une médiation judiciaire. Il est obligé d'inviter les parties ou d'enjoindre les parties, dans ces cas-là, à rencontrer un médiateur dans le cas d'une réunion gratuite pour une première fois. Et après, si les deux parties décident d'entrer en médiation, comme le juge n'est plus présent lors de cette réunion, ce sera une médiation conventionnelle qui sera mise en place. Mais les parties, c'est un autre cas de figure, peuvent décider avant même de saisir le tribunal d'entrer en médiation en saisissant à MAC, par exemple, un centre de médiation, en prenant contact avec les responsables pour connaître le coût et les modalités de mise en place d'une médiation avant d'aller au tribunal. Oui, mais ça arrive quand même que le juge puisse geler la médiation? Alors, il va geler le procès. La procédure même. Voilà. Le juge, lorsqu'il ordonne la médiation, qu'elle soit dans le cadre d'une injonction d'entrer en médiation, ou alors parce que les parties acceptent le principe de la médiation à l'audience et que le juge l'acte, dans ces cas-là, il va renvoyer le procès, l'examen du procès à une date ultérieure. C'est pas non plus des délais énormes, hein, ça va être 1 mois ou 2. Il va renvoyer l'audience à 1 mois ou 2 ou 3 mois, et ça laissera le temps aux parties d'essayer d'envisager des solutions alternatives avant que lui ne prenne des décisions parfois radicales qui vont finir par esquinter tout le monde. Ça signifie que le juge peut inciter à la médiation? Oui, le juge encourage énormément les modes alternatifs de règlement des litiges. Pourquoi? Parce qu'il y a plus d'intelligence humaine lorsque les gens cherchent par eux-mêmes leurs solutions. La règle de droit est parfois brutale, arbitraire, et le juge n'a pas le choix. Il peut faire que application d'une règle, parfois douloureuse pour les parties. Donc éviter ça, c'est aussi l'intérêt du juge, puisque son arsenal juridique n'est pas toujours adapté à des situations complexes de la vie de tous les jours. Oui. Mais alors, Caroline, vous êtes quand même avocate en Guadeloupe, vous êtes à la MAC, mais qu'est-ce qu'on peut dire du justiciable guadeloupéen par rapport à tout cela? Alors, le justiciable, le problème, c'est qu'il veut avoir raison. Oui. Il est convaincu d'avoir raison, oui. Et il a confiance dans son juge, et il a confiance dans le fait que le juge va lui donner raison. Ce qui est difficile, c'est d'arrêter ce processus de croyance pour revenir sur quelque chose de plus rationnel, qui est finalement le fait que les fictions probatoires, la fiction probatoire, la difficulté à rapporter la preuve d'une réalité dans un dossier, dans le tribunal, peut parfois créer des déceptions à l'arrivée, parce que le juge, il ne pourra pas ordonner une mesure s'il n'a pas un justificatif dans son dossier. Et ce décalage entre la réalité du dossier et la vie de tout le monde fait qu'on a beau avoir raison, absolument raison, si ça ne se retrouve pas dans un dossier, eh bien le juge peut nous donner tort. Oui. Alors dans le cas d'injonction, qu'est-ce qui peut se passer si le juge décide d'entrer entre médiation ordonnée par le juge et la médiation judiciaire conventionnelle? Alors il est vrai que cette mesure d'injonction, elle est récente. D'entrer en médiation, elle a moins d'1 an. L'injonction d'entrer en médiation, elle peut être sanctionnée si les parties ne l'écoutent pas, de 2 manières. Lorsqu'on est en demande, le juge peut décider la radiation de l'affaire. Vous jouez pas le jeu, vous jouez pas le jeu de mettre de l'intelligence émotionnelle, de l'intelligence humaine dans la résolution de ce litige, donc je radie votre affaire. C'est pas méchant, mais ça peut faire perdre du temps. La radiation,
On en sort comment? On réenrôle l'affaire au tribunal, mais on a perdu 3-4 mois. Lorsqu'on est en défense et qu'on traîne des pieds alors que le juge souhaite qu'il y ait un échange les yeux dans les yeux entre les deux parties en conflit, lorsqu'on est en défense, le juge pourrait décider que, il n'y a pas vraiment de bonne volonté d'en sortir, ni de la part de l'un ni de la part de l'autre, et il pourrait débouter un justiciable qui gagne son procès de sa demande d'article 700, c'est-à-dire du remboursement de ses frais d'avocat, par exemple. D'accord. Et on peut dire que une mesure de médiation, une décision peut-être une mesure d'administration judiciaire. C'est bien comme ça qu'on peut. Alors oui, cela. La décision qui ordonne la médiation. Alors c'est une décision de justice à part entière lorsque les deux parties sont d'accord pour entrer en médiation à l'audience et précisent leur accord devant le juge. C'est une démarche volontaire, la médiation. L'injonction d'entrer en procédure, oui, c'est une mesure d'administration judiciaire, c'est-à-dire que on va suspendre le procès le temps que les parties, pas toujours présentes à l'audience, puissent faire le point sur cette solution et cette alternative avant d'aller plus loin en procédure. Il y a des sanctions qui sont prévues, c'est avant les réunions questions. Des sanctions, oui, celle que j'ai abordée, c'est la radiation de l'affaire si les personnes qui ont reçu injonction d'y aller n'y vont pas, ou débouter d'article 700 les frais irrépétibles. Par contre, il n'y a pas d'obligation de trouver un accord. C'est-à-dire que l'obligation consiste à tenter de mettre en place un processus de régulation des relations en marge de l'application d'une règle de droit, mais il n'y a pas d'obligation d'avoir un accord. Même s'il n'y a pas d'accord, ça aura quand même permis aux personnes de se regarder différemment à l'avenir et d'essayer de faire des efforts de changement de posture par rapport à leur conflit. Alors, Caroline, on va conclure là. L'information est délivrée gratuitement par le médiateur, mais si quelqu'un qui vous écoute en ce moment veut avoir plus de précisions. Alors, on est joignable sur le site AMAC Médiation, sur Internet. On a un site. Oui. On a aussi une adresse email. Alors, l'adresse email, c'est amac@amac-médiation.com. Je répète, amac@amac-médiation.com. Et on est installé à l'Ordre des avocats rue Gambetta à Pointe-à-Pitre. On peut aussi laisser un message téléphonique et l'assistante nous transmettra le message. Il faut savoir que la médiation, c'est à peu près 100 € par personne. Oui. C'est 2 rencontres de 2 heures plus un entretien préalable. Ça veut dire que pour moins de 1 000 € par personne, étalé sur 2-3 mois, on peut peut-être essayer de se sortir d'un conflit sans attendre des mois et des mois. Et sans dépenser des sommes incroyables. Des sommes faramineuses, c'est ça. Voilà, merci Caroline pour cette intervention sur la médiation. Je vous rappelle donc que vous pouvez intervenir, prendre contact avec Madame Maître Alix, amac@amac.com. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans quelques temps. Et tout de suite, c'est l'heure de la pause. Je vous rappelle que dans un instant, on va commencer à partir de 13h le débat avec les organisations UPLG, ANG et aussi avec le Parti communiste guadeloupéen. C'est tout de suite après la pause. Et on va faire un petit retour sur l'actu quand même. Voilà, retour sur le plateau du ZCL. Dans un instant, on va débuter le débat sur l'avenir de la Guadeloupe. Pour l'interrogation, je salue l'arrivée de Laurence Macabre de l'ANG. Bonjour. Bonjour. Félix Flémin du Parti communiste guadeloupéen, bonjour. Bonjour. Et je suis obligé de rigoler, mais enfin je dirai tout à l'heure pourquoi. Jean-Jacques Bicep de l'UPLG, bonjour, secrétaire national. Pour le retour Jean-Jacques Bicep. Jean-Jacques, excuse-moi. Pour le retour sur l'actualité avec Iman. Oui, retour sur l'actualité. Nous avons déjà vu l'échange qui a eu lieu hier à Cap Excellence concernant la requalification du quai Lefebvre sur Pointe-à-Pitre. Nous parlerons aussi de covoiturage avec une nouvelle application Carrosse qui est en train de se mettre en place, ainsi que du projet 360 qui concerne les catastrophes naturelles. Mais pour l'heure, on parle de football avec le tournoi U16 qui a commencé,
qui est organisé par le Conseil départemental et la Ligue de football. Des équipes tenteront de gagner le trophée. Plusieurs équipes qui viennent de partout, Marseille, Le Havre, Brésil, où nos jeunes Guadeloupéens seront confrontés donc avec ces joueurs de centres de formation venus d'ailleurs. Peut-être l'occasion pour eux d'une carrière professionnelle qui se profile à l'horizon. On voit un reportage de Vianney Valverde. Ce soir, nous profitons pour recevoir les différents clubs invités du tournoi U16, pour les recevoir et pour lancer, si on veut bien, le grand tournoi qui a lieu à partir de demain jusqu'à samedi sur les 5 stades qui ont été retenus. Alors les lieux, c'est Capesterre, c'est Pointe-à-Pitre, c'est Sainte-Anne, le Moule, le Lamentin. Nous les recevons à la résidence départementale et c'est un échange. On va pouvoir mettre en place des échanges entre les différents clubs de façon à ce que les gamins puissent se connaître, même si c'est vrai, ils sont déjà logés à l'hôtel ensemble, mais c'était un premier lien qu'on a tissé pour ces différents joueurs. Je trouve que c'est un bon moment de rencontre déjà entre différentes cultures. Ça nous permet, nous, métropolitains, de découvrir un petit peu le football ici en Guadeloupe et ce qui se fait aussi sur les îles alentours. Donc c'est cet échange culturel qui est très intéressant, voir d'autres footballs aussi. Et puis aussi, pourquoi pas, découvrir des nouveaux talents ici. Donc nous avons reçu 7 équipes venant de l'extérieur. Et nous avons 5 clubs locaux de façon à pouvoir avoir une représentation entière de la Guadeloupe. Le tournoi, c'est un tournoi de foot en catégorie U16, c'est-à-dire les gamins nés en 2007. Et c'est un gros rassemblement international avec des équipes qui viennent de métropole, du Brésil, de Martinique. Et c'est une occasion pour nos joueurs locaux d'avoir une confrontation de haut niveau. Nous, on a la particularité d'avoir une génération de 2008 uniquement, donc ils sont un peu plus jeunes. Donc il va falloir faire encore mieux que ce qu'ils font d'habitude pour pouvoir rivaliser et proposer le meilleur de ce qu'ils sont capables de faire. Donc les clubs invités sont le Brésil, le club de Flamengo pour le Brésil. Nous avons aussi pour la France, nous avons l'Olympique de Marseille, nous avons le Stade Rennais, nous avons le Havre Athletic Club et nous avons le club de Torcy qui est un club de la région parisienne. Et tout près de nous, nous avons donc le club de la Martinique. Et nous avons une sélection de Guadeloupe représentée par le CFA. Et puis des sélections de zone, la sélection de Grande-Terre qui regroupe le Nord Grande-Terre et le Sud Grande-Terre. Nous avons la sélection de Basse-Terre qui relie le Nord Basse-Terre et le Sud Basse-Terre. Nous avons une sélection que nous avons appelée Cap Excellence. Et puis nous avons la sélection de Marie-Galante, des jeunes Marie-Galantais qui viennent aussi participer à ce tournoi-là. On est très heureux de pouvoir participer à ce tournoi. L'ambition, dans un premier temps, ça va être de bien débuter demain sur nos 2 premières rencontres, en espérant pouvoir passer la première phase qualificative pour se qualifier pour les quarts de finale. Voilà, eh bien, il est exactement 13h12. Pendant un peu plus de 40 minutes, nous allons recevoir nos invités. Je l'ai dit, représentants de l'ANG, représentants du PCG et représentants de l'UPLG. Pourquoi ? Parce que le 9 mercredi 9, il y aura donc ce congrès, ce 1e congrès des élus. Je ne sais pas sur quoi ça va déboucher, nous en parlerons. Il était normal que nous recevions ici les organisations patriotiques guadeloupéennes. Je veux parler de l'UPLG, du PCG, de l'ANG et aussi du FKNG, puisque le FKNG était invité. Sa secrétaire nationale que nous avions convié nous avait donné son accord. Et puis subitement hier, cet accord a été annulé. On ne sait pas les raisons, il n'y a pas eu de communiqué, il n'y a pas eu de raison officielle. On espère peut-être avoir d'autres informations. Alors sinon, messieurs, madame, merci. Première question, elle est d'actualité, bien sûr. La question du drapeau. Alors, je sais que l'ANG et l'UPLG n'ont pas de problème sur la question du drapeau, mais le PCG n'est pas tout à fait d'accord avec ce drapeau national guadeloupéen tel qu'on le présente. Alors moi, je dis plutôt drapeau patriotique, puisque c'est un drapeau, son histoire, c'est l'histoire de l'UPLG, créé en 1978, et ce drapeau s'est imposé dans les manifestations culturelles et autres, et sportives aussi d'ailleurs, et est devenu l'emblème d'au moins 3 organisations, puisque l'UPLG l'avait déjà, l'ANG l'a adopté, et le FKNG l'a adopté, le PCG ne l'a pas encore adopté. Pourquoi, Félix Flemin ? Le PCG ne peut pas adopter le drapeau d'une autre organisation. On comprend bien que ça ne peut pas se faire. Il n'existe pas de drapeau guadeloupéen. Il existe un drapeau que les camarades de l'UPLG, qui est leur drapeau,
représente la revendication de l'UPLG, représente l'UPLG, tout comme le PCG a un drapeau. Mais le PCG ne prétend pas du tout imposer son drapeau, qui est le drapeau communiste, à l'ensemble du peuple guadeloupéen. La construction d'un drapeau, quand je dis sa construction, relève d'une démarche unie, relève d'une démarche portée par l'ensemble du peuple guadeloupéen. Nous respectons le drapeau de l'UPLG, mais nous ne pouvons pas considérer que le drapeau de l'UPLG soit le drapeau du peuple guadeloupéen. Aussi simple que ça. C'est ce qu'on pense à l'ANG? Non, évidemment, on n'est pas sur la même position parce qu'il nous semble que quel que soit le pays, les drapeaux, justement, ne sont pas issus d'un processus démocratique. Très souvent, c'est la popularisation d'un emblème ou alors c'est l'élite, un pouvoir qui impose un drapeau. Le drapeau français, par exemple, c'est l'élite qui l'a imposé tel qu'il est aujourd'hui en prenant un certain nombre de symboles. Dans d'autres cas, Haïti ou d'autres, c'est un cheminement, c'est une histoire qui fait que certains ont choisi ce drapeau-là et que les gens se sont reconnus dedans. À part la Martinique qui a essayé, on a vu ce que ça a donné comme débat, il n'y a pas de débat démocratique pour ça. Aujourd'hui, si on arrête un jeune dans la rue et qu'on lui demande qu'est-ce que veut dire ce drapeau, je reste persuadée que 9 fois sur 10, aucun ne va citer l'UPLG. Parce que, au-delà de la figure de l'UPLG, du parti en lui-même, l'espérance qui a été portée depuis 1978 par les combattants du nationalisme vit au travers de ce drapeau-là. C'est-à-dire que nous sommes un peuple particulier, on n'est pas français, c'est ce que ça dit déjà. Ça dit déjà que nous avons un drapeau particulier, que nous avons une identité particulière. La deuxième chose, la plupart des combats, le créole, l'autodétermination du peuple, qu'on puisse organiser, mais c'est ce que représente aujourd'hui le drapeau. Et les gens ne se disent pas, c'est je porte le drapeau de l'UPLG sur moi. C'est le drapeau de la Guadeloupe. Et on voit bien la gêne qu'il y a. Moi, je le vois souvent sur les réseaux sociaux. Quand on cherche à mettre un petit logo drapeau à côté de son nom, c'est celui des 3 listes qu'il y a. Ben, les 3 quarts du temps, les jeunes sont très gênés de mettre ce drapeau-là. Mais ils ne discutent pas de savoir est-ce que c'est celui de telle ou telle organisation. Ce qu'ils voudraient, c'est celui de la Guadeloupe. Monsieur Jean-Jacques Bicep, aujourd'hui, ce drapeau est le drapeau de l'UPLG pour vous ou simplement le drapeau des Patriotes ou de la Guadeloupe? Il y a fort longtemps de ça, il y a quelques années, la Ligue de taekwondo de la Guadeloupe, en la personne de M. Faustin, est venue nous voir en nous disant qu'ils allaient participer à une compétition internationale et qu'ils souhaitaient avoir un drapeau pour les représenter. À ce moment-là, c'était M. Éric Desfontaines qui était le secrétaire général de l'UPLG et il a décidé de donner ce drapeau-là à la Ligue nationale de taekwondo pour qu'ils aillent représenter la Guadeloupe avec ce drapeau-là. À partir de ce moment-là, le Conseil national de l'UPLG a décidé que le drapeau n'appartenait plus à l'UPLG. D'ailleurs, on avait des affiches sur lesquelles il avait ce drapeau-là et en dessous, c'était écrit UPLG. Dès ce moment-là, on a gardé le drapeau et on a coupé la partie où c'était l'UPLG. Depuis, ce drapeau-là est devenu le drapeau dans lequel se reconnaissent les Guadeloupéens. Aujourd'hui, ce n'est plus le drapeau de l'UPLG. Clairement, c'est le drapeau que nous avons proposé à Sonny Ripper, Barthelot, tous ceux qui l'ont conçu. C'est le drapeau que nous avons proposé au peuple guadeloupéen et que le peuple guadeloupéen a largement adopté. Il suffit de voir toutes les manifestations, le carnaval. Rappelez-vous Chipotel arrivant de la route du Rhum, son drapeau à la main. Rappelez-vous Boris Karen gagnant le Tour de la Guadeloupe, son drapeau à la main. Rappelez-vous la sélection de la Guadeloupe d'athlétisme défilant au dernier jeu de la Caraïbe, au Carifta Game, derrière son drapeau. Aujourd'hui même, nous avons la sélection de la Guadeloupe de cyclisme qui s'en va en Nouvelle-Calédonie avec le drapeau guadeloupéen. Donc, à mon avis, ça ne fait plus débat. Ça ne fait plus débat et on ne va surtout pas, à mon sens, se lancer dans une procédure à la martiniquaise pour que ça termine
de la manière dont ça s'est terminé. Et finalement, on est revenu à quoi? On est revenu à l'emblème qui, depuis le XVIIe siècle, sur la révolte des personnes réduites en esclavage en Martinique, avait choisi le rouge, vert, noir. Et aujourd'hui, le rouge, vert, noir est le drapeau de la Martinique. Je crois qu'il faut apprendre des erreurs des autres. Et aujourd'hui, nous avons un drapeau qui est largement plébiscité par la population guadeloupéenne, considérant que c'est un pas, un énorme pas. Et je félicite par la même occasion M. Jean-Marie Hubert, qui le 17 a fait monter le drapeau au fronton de la mairie de Port-Louis. Alors justement, je rebondis là-dessus. On ne va pas s'éterniser sur ce point-là, mais enfin, il fallait l'aborder. Ce drapeau a été hissé sur la mairie de Port-Louis, mais ni le conseil régional, ni le conseil général, ni les autres collectivités n'ont pas encore adopté ce drapeau. Ben oui, mais libre à eux de le faire. Il y a un congrès, là. Je profite, il y a un congrès. Ils n'ont qu'à... D'ailleurs, c'est même pas une proposition de moi. J'ai entendu Victorin Lirel dire que le congrès devrait profiter de cette occasion pour se prononcer sur la question du drapeau. Donc, pour moi, nous sommes tous Guadeloupéens. Et nous avons besoin de cet élément de symbolisme qui signifie notre unité en tant que peuple. Et il est vraiment temps, parce que notre jeunesse nous regarde et notre jeunesse réclame à corps et à cri cet élément de symbolisation. Alors précisément, on va parler du congrès. Je vous fais écouter un extrait d'une vidéo qui circule déjà pour annoncer ce congrès. C'est une vidéo du conseil départemental, conseil général. Tout de suite, on regarde un petit extrait, rapidement. Congrès. Le Congrès est une instance composée des conseillers départementaux et régionaux, des maires, ainsi que des 4 députés et des 3 sénateurs. Le Congrès a pour mission de faire des propositions pour améliorer l'action et l'organisation des collectivités pour que les services publics répondent mieux aux attentes de la population. Lors d'une déclaration commune signée à Fort-de-France le 16 mai 2022, 6 territoires d'outre-mer, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Saint-Martin, la Réunion et Mayotte, ont interpellé le président de la République en exprimant une volonté commune de faire évoluer leur situation. L'appel de Fort-de-France a ainsi donné lieu à des échanges avec le chef de l'État à l'Élysée le 7 septembre 2022. Il a été à cette occasion convenu que les élus feraient des propositions afin qu'elles soient débattues au mois de juin 2023 lors de la tenue d'un comité interministériel des Outre-mer qui regroupe tous les membres du gouvernement concernés et est en mesure d'apporter des réponses aux demandes concrètes formulées par les territoires. Ce congrès aura lieu donc mercredi prochain. Je pose à tous les 3 la même question. Qu'est-ce que vous espérez, qu'est-ce que vous attendez de ce congrès? On commence par Félix. Nous n'attendons rien d'un congrès tel qu'il est organisé, tel qu'il est constitué. Nous rappelons que le congrès, je l'ai déjà dit ici, n'a pas de pouvoir délibératif. Il est composé d'élus, conseillers départementaux, conseillers régionaux. On y a adjoint les maires. Mais il n'a pas de pouvoir. Les parlementaires, mais ils y étaient déjà, mais le Congrès n'est pas une instance délibérative. Et c'est ça précisément la problématique qui est posée. C'est un espace où on débat, on adopte une résolution qu'on soumet dans un second temps à la validation des 2 collectivités existantes. Et si ces 2 collectivités adoptent la résolution dans le même sens, elles sont transmises à ce moment-là au pouvoir, au gouvernement français, lequel gouvernement peut, s'il le veut, interroger les lecteurs, non pas guadeloupéens, mais les lecteurs qui figurent sur les listes électorales en Guadeloupe, sur oui ou non, veulent-ils ou pas telle organisation institutionnelle, voire statutaire. À l'issue de ce processus-là, c'est la loi organique votée par le Parlement français qui décide. Donc, il n'y a pas la parole du Guadeloupéen. Et j'ai entendu tout à l'heure parler d'autodétermination. Précisément, notre démarche à nous
Elle date de 1958. Elle est fondée sur le droit à l'autodétermination du peuple guadeloupéen. C'est lui et lui seul qui doit décider de l'organisation qu'il souhaite. Et c'est la raison pour laquelle notre démarche à nous consiste à transformer ce congrès-là. Notre proposition concrète, il est important, si vous le permettez, que je la développe en 30 secondes. Oui. Transformons le congrès en un congrès élu. Dès lors, il sera la représentation de la volonté guadeloupéenne. Ce congrès élu n'ayant pour seul objectif, pour seul mandat, l'élaboration d'un projet de statut et des institutions qui vont avec, et sa négociation avec le pouvoir français. Et c'est l'issue de cette négociation qui sera soumise au vote du peuple guadeloupéen et qui imposera le contenu du pouvoir, de l'organisation que les Guadeloupéens auront choisi. C'est ça la démarche que nous préconisons, qui va à l'encontre aujourd'hui d'une démarche de confiscation entre les mains des élus du devenir de notre pays. D'accord. Alors, juste un mot avant de passer la parole à Laurence Makamba. Vous irez intervenir au Congrès. Vous avez été invité en tant que parti. Nous ne sommes pas invités, mais nous serions à au 17e Congrès. On voit bien que ce que je viens de dire est confirmé. Depuis 2000, il existe un congrès, c'est la LUM de 13 décembre 2000 qui a mis en place le congrès. 23 ans après, 17e congrès, et on est toujours enferré dans les rails de l'assimilation coloniale, de la départementalisation, avec 4 niveaux d'institutions, ce qui explique toute la paralysie de notre pays. Laurence Makamba, qu'est-ce que vous attendez de son congrès? L'ANG. Je pense que qui la population, personne n'attend quoi que ce soit de ce congrès-là. Déjà, vous êtes invité, vous faites comme... Non. Comme ils ont fait des consultations, mais comme ils en font, ça doit être la 4e, 5e, 6e qu'ils en font, 4e, 5e, 6e, ou que ce soit ce que la population a dit ou ce que les organisations ont proposé, personne ne sait où vous trouvez ça, à part les états généraux de 2009, les résultats des consultations qui sont faites, donc le même QCM qu'on nous ressort à chaque fois, on ne sait jamais où est-ce que c'est, et c'est toujours sur la foi de ces réponses-là que le Congrès se réunit. Ce qui m'interpelle, parce que je n'ai pas encore vu le petit film, ça dit que le Congrès sert à répondre aux attentes des Guadeloupéens. C'est pas ça que c'est un congrès. Il y a des CATP pour ça, les gens peuvent se réunir, ils font des commissions mixtes paritaires, ils font ce qu'ils veulent. Mais le Congrès, c'est censé se réunir pour faire des propositions d'évolution institutionnelle ou statutaire. On est à 17 congrès de vide. Et on est à 17 congrès où je suis sûre que si on fait le point sur qui était là dans les 3, 4, 5, 10 derniers congrès, c'est les mêmes personnes qui sont là. C'est les mêmes personnes qui ont été ministres, qui ont été responsables de conseils régionaux, responsables de grandes collectivités, qui aujourd'hui sont dans l'incapacité de faire une proposition d'évolution pour la Guadeloupe. Je ne sais pas si vous avez lu les préconisations, on dirait une liste au Père Noël pour le coup. Des demandes de zones franches, des demandes de défiscalisation, des demandes de X, des demandes de Y. À aucun moment, on ne peut se sentir concerné. Mais là où c'est encore plus grave, on se plaint de Macron qui obère, qui court-circuite le processus démocratique en France avec la loi retraite. Ce qui est en train de se passer en Guadeloupe, c'est exactement la même chose. On est en train de court-circuiter la volonté du peuple guadeloupéen en ne tenant pas compte de ce qui a été dit, en ne tenant pas compte des forces vives politiques, en ne tenant pas compte de la parole qui a été donnée pendant les élections. On prend la première pause, on se retrouve tout à l'heure. Oui, M. Jean-Jacob Vicep aura l'occasion de s'exprimer sur le Congrès, puisqu'on va parler ensuite, après, de la question de l'indépendance en Guadeloupe, de ce modèle. Est-ce qu'il effraie encore les Guadeloupéens? On en reparle tout de suite après la pause. Voilà, rapidement, un retour sur l'actu avec Iman avant de continuer le débat. Oui, au retour sur l'actu, nous avons déjà parlé de la réunion publique qui a eu lieu hier sur Pointe-à-Pitre concernant la requalification du quai Lefebvre. Nous avons parlé aussi de football avec le tournoi U16 qui a démarré aujourd'hui. Nous allons parler maintenant de nouvelles technologies, d'une application qui est en cours de covoiturage carrosse, qui permet aux agents des services de l'État de covoiturer et de travailler ensemble sur l'environnement de la Guadeloupe. On voit un sujet tout de suite. Donc nous sommes ici dans les locaux de Saint-Phi, donc les locaux des Halles
DAF et ONF. Et on est ici pour présenter à l'ensemble de nos collègues du périmètre État qui sont sur ce site les intérêts qu'ils ont à utiliser les applications de covoiturage, et en l'occurrence Carrosse, étant donné que le secrétariat général commun auquel nous dépendons tous a signé une convention avec Carrosse. Donc l'idée pour nous, c'est de leur présenter les gains à la fois économiques, donc réduction des coûts liés au transport, mais également ce qu'ils peuvent gagner à travers le forfait mobilité durable ou à travers les primes d'État sur le covoiturage. Ils peuvent également y trouver des gains plus personnels, dans le sens où ils seront moins longtemps sur la route, donc moins stressés au travail. Et puis après, il y a des gains sociétaux, étant donné qu'il y aura moins de véhicules sur les routes, donc un petit peu moins de pollution aussi. C'est une application comme toutes les autres que vous pouvez télécharger. Donc vous entrez votre nom, votre prénom, votre lieu de domicile, votre lieu de travail. Et l'application vous propose des trajets qui sont avec des personnes proches de vous ou qui sont sur votre chemin, qui peuvent... on va dire, vous pouvez vous donner un point de rendez-vous et vous rejoindre à ce lieu. Donc c'est vraiment pour aider la population. Donc comme on a vu, il y a vraiment un problème de mobilité en Guadeloupe. Donc c'est une application facile d'utilisation. L'interface est assez simple pour que les personnes se connectent entre elles, et puis pour covoiturer. Mon premier covoiturage avec l'application s'est très bien passé. En fait, c'était en décembre 2020. Je faisais partie en fait de l'équipe testeur lorsqu'on a décidé de faire un contrat avec Carrosse. Et donc, ça a été une prise en main assez rapide. J'ai aussi un peu une phase de découverte, mais une fois qu'on a compris, on va dire qu'en même pas 5 minutes, on utilise facilement l'application. Donc très facile et très, intuitif. Donc ça va. Et je continue jusqu'à maintenant. Donc mon premier covoiturage, c'était avec un agent. Donc c'était justement avec Sandra. Donc elle m'a expliqué. On a été du coup à Gourbert. On est parti de l'ADL, on est allé à Gourbert, de la Grenoble locale. Donc donc c'est au-delà de 2 km que les trajets sont pris en compte. Donc c'est pour ça que nous avons choisi cette destination. Et ça a été assez simple d'utilisation. Il y a des paramètres à mettre qu'on arrive à destination et qu'on repart. Donc pour moi, ça a été un voyage très simple et aisé. Voilà, je ne sais pas s'il faudrait une application pour les organisations politiques, mais en tout cas, je me rends compte quand même qu'au niveau de la jeunesse, aujourd'hui, il y a moins d'implication politique, moins de connaissance des organisations. À quoi c'est dû? Qui veut répondre? Laurence, peut-être? Mais je crois que c'est pas juste la jeunesse. Hein. Si on arrête des gens plus âgés aujourd'hui, qu'on leur demande de parler de la réforme foncière, je ne suis pas persuadée que les gens sauraient dire quelles sont les retombées de la réforme foncière en Guadeloupe, même qu'il y a une réforme foncière. Il y a le fait même qu'on ne maîtrise pas cette partie éducation fait que tout le tronc de connaissances et de culture commune qu'on devrait pouvoir se partager, il ne passe que par la bonne volonté des familles, des parents, des gens qu'on fréquente, qui fait qu'on connaît. Moi, il y a des choses que j'ai pas honte de le dire, que j'ai appris après coup, quoi. Mai 67, par exemple, quand j'ai rencontré Timalo, qui me disait mai 67, moi je me disais, il se trompe. Et là, il m'a réexpliqué. Il y a eu un travail aussi avec les groupes APO, avec Julien Mérillon et d'autres. Donc tout ça pour dire que, et c'était tout le sens du Festival Héritage, je me permets, mais c'était tout le sens du Festival Héritage aussi, il y a un tronc commun qui ne passe pas. Ça, c'est une chose. Et la deuxième, c'est qu'on a très vite fait de transmettre aussi à nos enfants une mauvaise perception de nous-mêmes. C'est rien qui est en Guadeloupe ni grève pour ça. C'est rien qui est en Guadeloupe ni ci, c'est rien qui est en Guadeloupe ni ça. Je fais des ateliers d'écriture avec des enfants du collège. Au collège, ils sont déjà persuadés que ça ne sert à rien d'aller à l'école, qu'il n'y a pas de travail en Guadeloupe, rien pas qu'à marcher en Guadeloupe. Voilà. Donc pour moi, il y a et tout l'intérêt du projet qu'on a proposé et tout l'intérêt justement de parler politique. Mais je comprends, mais est-ce qu'il ne faudra pas à un moment revoir la communication? Parce que finalement, quand on est une organisation politique, que ce soit UPLG, PCG ou ANG, il faut quand même s'adresser à sa population, Félix. Oui, non seulement... c'est pas tant un problème de communication, on est dans l'ère du temps, mais c'est surtout être dans les luttes, d'être à côté de ceux qui sont en difficulté, qui se battent, et faire avec eux. Et non pour eux, mais faire avec, s'impliquer dans les luttes qui se mènent, parce que la jeunesse guadeloupéenne est impliquée dans plein de combats, dans les combats qui les concernent. C'est nous qui sommes absents. Quand je dis nous, je parle de ce nous, les organisations qui prétendent justement construire et projeter et proposer
co-construire avec le peuple une autre vision du pays. On est absent des luttes. Et c'est là où nous devons nous donner les moyens collectifs de construire quelque chose avec les Guadeloupéens. Il faut un cadre pour le faire. Tant que nous continuerons chacun de son côté à croire que tout seul nous allons pouvoir nous débarrasser, parce que tout compte fait, c'est bien le cadre et le système colonial qui fait qu'on n'a pas accès aux médias en dehors de Canal 10 qui nous permet de nous exprimer, mais les médias sont les médias du système. Ce n'est pas pour rien si aujourd'hui se prépare au niveau de la presse guadeloupéenne quelque chose pour précisément être en relation avec le Guadeloupéen. Donc vous voyez que si vous n'avez pas la maîtrise des outils, si vous n'êtes pas au fait de la réalité et dans les luttes, eh bien, forcément. Mais je ne suis pas convaincu qu'on puisse comme ça généraliser et dire que les Guadeloupéens, voire sa jeunesse guadeloupéenne, ne connaît pas les partis. Ils savent bien qui fait quoi et qui défend quoi dans ce pays-là. Je voudrais ajouter quelque chose. Oui, je crois que c'est pas tant la communication. Je crois qu'un citoyen, ça se construit. Un citoyen se construit. Et c'est bien pour ça que nous avons mis dans la contribution que nous avons envoyée la question de la citoyenneté. C'est-à-dire que pour que quelqu'un s'implique dans la société, il faut qu'il ait conscience qu'il a un rôle à jouer dans cette société. Et un citoyen, ça se construit. Et ça se construit notamment à travers les structures qui sont là, notamment l'école, qui sont là pour notamment amener les connaissances nécessaires pour la construction d'un citoyen. Et aujourd'hui, on peut dire clairement que l'école ne joue pas son rôle dans la construction du citoyen guadeloupéen. Certains parents prennent la question à bras-le-corps et font leur travail d'éducation pour la construction de ces citoyens. D'autres personnes trouvent, par d'autres biais, les mouvements culturels font un travail aussi dans ce sens-là. Mais il faut bien comprendre que la question du citoyen guadeloupéen est au cœur même de la problématique. Alors, juste un mot avant de passer au dernier sujet, puisqu'il nous reste à peine 5 minutes. Félix Fémet disait que les organisations politiques sont absentes quelquefois des combats qui sont menés. Est-ce que c'est votre sentiment au niveau de l'UP? Ah non, nous, à l'UPLG, nous ne sommes pas absents du terrain social. Nous menons, bien entendu, nous ne nous substituons pas aux organisations qui sont les organisations de masse dont la mission, effectivement, est de défendre leurs mandants et les travailleurs, en l'occurrence. Mais nous sommes à côté de ces sujets et nous les accompagnons. Nous disons qu'il nous faut clairement un pied dans le mouvement social, un pied dans les institutions. Donc nous sommes pleinement à côté des travailleurs dans leur lutte au quotidien. Il y a 6 minutes pour conclure. Et la conclusion, ce sera sur la question du Assemblée pour Nation Guadeloupe. Un certain nombre d'organisations sont rassemblées. Je ne sais pas si le PCJ est dans cette structure. Non. Il y a une raison particulière? Ben oui, c'est que l'Assemblée pour Nation Guadeloupe s'est constituée, a élaboré une charte et nous, on ne vient pas comme ça. Ça s'est construit en dehors de nous. Ensuite, on nous a informé de l'existence de l'Assemblée Guadeloupe et avec une charte. Et dans cette charte-là, nous avons dit que nous entendons nous participer à toute structure collective à condition que nous portions et qu'on prenne en compte dans nos échanges ce que nous portons. Donc on n'adhère pas comme ça à une structure qui s'est constituée en dehors de nous, premièrement, et puis on en revient à la question du drapeau, parce que l'une des conditions, c'était vous acceptez le drapeau pour faire partie de l'Assemblée pour Nation Guadeloupe. Donc ce genre de diktat, c'est la charte. C'est la charte, et donc nous, vous comprenez bien que on ne peut pas comme ça assumer et subir un diktat. Il n'en demeure pas moins que nous avons dit aux camarades de l'Assemblée pour Nation Guadeloupe que nous prenons acte que leur combat pour la décolonisation, c'est un combat identique au nôtre et que nous pouvons parfaitement nous retrouver sur le terrain de cette lutte-là, et à chaque fois que l'occasion sera donnée, parce que notre ligne permanente
elle est dans notre ADN. C'est rassembler les forces sur un objectif commun. Alors, travaillons à cet objectif-là. C'est l'objectif qui prime, c'est le contenu qui prime. Et nous ne désespérons pas de pouvoir rassembler le peuple guadeloupéen sur un contenu. Très rapidement, vous deux. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il va falloir refaire la charte pour permettre au PCG d'entrer? Pour mieux comprendre le déroulé, nous sommes un certain nombre d'organisations à travailler ensemble depuis plusieurs semaines et on connaît tous l'histoire des rassemblements des mouvements patriotiques en Guadeloupe. Donc les fronts, les PAC, en fait, tout, voilà. Moi j'étais petite, vous connaissez tout ça mieux que moi. Et cette charte est arrivée après plusieurs réunions où beaucoup de personnes étaient conviées pour se dire quels sont nos dénominateurs communs. Plutôt que de partir sur des bons sentiments et qu'après on se retrouve bloqué parce qu'on n'a pas dit les choses franchement dès le départ, on s'est posé, c'est d'où est née cette charte-là, en se disant voici les dénominateurs, ce qui nous rassemblait pour le moment. C'est pas quelque chose où on est fermé à quoi que ce soit. Il s'agit pour nous simplement d'avoir un point d'ancrage pour se dire voici comment on peut commencer à travailler ensemble. Et c'est pour ça qu'on a commencé à choisir un certain nombre de sujets. Sur la démographie, par exemple, et le fait que la Guadeloupe se vide de ses forces vives. Et on va continuer à le faire comme ça. Il ne s'agit absolument pas d'exclure, mais il s'agit simplement de pouvoir rassembler ceux qui, par la force des choses, des habitudes et par la force des rencontres qui nous ont ramenés à travailler ensemble très souvent, de pouvoir solidifier cette entente-là. Et donc, ça demande de prendre le temps de la construire. Le dernier mot, ce sera le dernier mot. L'Assemblée pour Nation Guadeloupe, ce n'est pas un club exclusif qui a exclu pour le monde. En réalité, nous sommes en charte, c'est en charte de méthodologie, c'est en charte qui a expliqué méthode que nous avons travaillé. En réalité, c'est vrai que dans la charte là, nous marquons que les organisations qui ont adhéré à la charte là, ça a reconnaître le drapeau là comme étant drapeau à Nation Guadeloupe. Mais ça ne veut pas dire qu'elle nous ferme. Ça veut dire que de toute façon, ni Adam Assemblée pour Nation Guadeloupe, ni parti politique, mais ni aussi association, nous ni le MIR, ce n'est pas un parti politique, nous ni d'autres qui ne sont pas parti politique. Le CIPA, par exemple. Le CIPA, Adam charte là, Adam Nation Assemblée pour Nation Guadeloupe, et le CIPA, effectivement, a adhéré à manière nous mettez pour nous travailler ensemble. En fait, nous avons une manière que nous mettez pour nous travailler ensemble et c'est ça qui a constitué effectivement l'arrêt là que nous mettons à l'Assemblée pour Nation Guadeloupe. Donc, nous pas fermés. L'Assemblée pour Nation Guadeloupe a été ouverte. Si demain, d'autres organisations politiques voulaient effectivement adhérer à l'Assemblée pour Nation Guadeloupe, nous pas fermés. Nous n'y un objectif, et le 10e congrès à l'UPLG, a dit ça, c'est de fédérer l'ensemble des partis politiques et mouvements qui voulaient aller effectivement en direction à la souveraineté nationale pour nous mettre nous ensemble. Donc nous ne pouvons pas exclure pour le monde, nous pas dans des démarches d'exclusion. Merci en tout cas. Nous finissons. Mais quel est notre débat? Quel est notre débat après le 9 que nous faisons notre bulletin pour un retour, c'est ça. Rapidement, Iman, le retour sur l'actu, on se termine là-dessus. Oui, retour sur les titres. Nous avons parlé de la réunion publique qui a eu lieu sur Cap Excellence, destinée à parler de la requalification du Quai Lefebvre sur Pointe-à-Pitre. Nous avons parlé également du tournoi U16 qui a démarré aujourd'hui, donc à partir du 1er jusqu'au 3. Nous avons parlé aussi de cette nouvelle application Carrosse destinée au covoiturage pour les agents du service de l'État. Voilà. Et je rappelle qu'on a reçu en début du ZCL Marthe, Hélène Vaillant et Jacques Bliando pour parler justement du numérique et des difficultés que les allocataires de la CAF ont avec ce numérique. Elles ont donné des explications. Et je rappelle que l'émission que vous venez de voir, le débat, tout cela se retrouve sur le Facebook de Canal 10 et aussi sur le Facebook de ZCL News. Donc vous pouvez retrouver l'essentiel. On se dit merci à M. Bicep, merci à Félix Fémin, merci aussi à Laurence Makiaba de l'ANG. Et nous, on se retrouve demain pour une nouvelle session du ZCL à partir de 2h30. Merci aussi à Iman. Ciao, bye bye. Nous finissons. Voilà, deuxième partie du débat sur l'avenir de la Guadeloupe vu par des organisations patriotiques. Je rappelle l'ANG, le PCG et l'UPLG, absent le FKNG. Alors, j'ai posé tout à l'heure la question à nos deux précédents interlocuteurs, interlocutrices, et à savoir, qu'est-ce que l'UPLG attend de ce congrès?
Alors, clairement, nous, à l'IPLG, nous ne pouvons pas attendre rien. Pour qui ça? Pas d'avoir, nous, ni en congrès, et tout à l'heure, là, camarade Félix Pémenté a dit ça, c'est 17e là. 17e congrès, on nous a aligné congrès après congrès, tout ça pour faire qui ça? Pour faire des mesures d'adaptation administrative à loi à la France. Déconcentration, décentralisation, tout ça, c'est dans une logique administrative à la France. Nous, nous sommes en position de rupture. C'est-à-dire que ça, nous avons considéré, c'est que, je dis là, à part parce qu'il y a un conseil interministériel qui nie comme projet des fins réformes constitutionnelles pour adapter à la situation qui crée en Nouvelle-Calédonie, qu'il faut fouer nous à dans logique là ça. Ça nous a dit qu'à part un comité interministériel qui doit être décidé de qui manière Guadeloupéen doit être pensé diviner en nous, à dans pays en nous. Nous ne pouvons pas accepter ça, Jean-Laïc a présenté là. En réalité, nous devons faire congrès là ça. Et nous voyons dans les ça qu'a présenté nous aujourd'hui là, c'est uniquement la définition des politiques publiques. C'est rien qui ça qui a dans. Pas ni rien si réalité à prise de pouvoir. Nous, l'IPLG, ça nous a dit, et nous clair aussi ça, nous pas capables Guadeloupéens, bread, l'homme ou sage poulette. Nous, c'est une organisation indépendantiste. À terme, ça nous laisse l'indépendance. Ça nous a dit, c'est que nous avons un préalable. Préalable là, il faut nous commencer par remettre nous sur la liste des pays à décoloniser. Deuxième but, c'est que ni le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et Guadeloupéens, pour qu'on ait droit là, ça, à l'autodétermination. Si vous voyez, nous pas en cadre là, ça veut dire que si nous pas enclencher mécanisme là, ça qui, en pas connaître à qui moment, mais qui doit être débouché inéluctablement si l'indépendance, la souveraineté de la Guadeloupe, eh bien, ça veut dire que nous, c'est cache-cache nous quoi jouer en réalité peuple Guadeloupe. Nous clair peuple Guadeloupe. L'IPLG a dit nous sommes une organisation indépendantiste. Objectif en nous, c'est d'atteindre l'indépendance. Alors nous savons qu'il y a une étape, il faut nous construire ces étapes-là, ça. Et nous en train de construire ces étapes-là, ça, puisque dans un certain nombre d'organisations, nous semblons, en bitin nous crier, Assemblée pour Nation Guadeloupe, et nous élaborer un projet alternatif pour la Guadeloupe. Mais nous devons bien comprendre qu'il n'y a pas qu'à rentrer dans le cadre. Il n'y a pas qu'à rentrer dans le cadre là, ça. Et le congrès là, à part dans le congrès là, ça, qui peut déterminer, rien qui a dans en politique de rupture vers le statut colonial. Alors précisément, Félix Flémin, je vous ai invité avec des organisations indépendantistes, patriotiques comme je dis, mais le Parti communiste guadeloupéen est sur la question de l'autonomie, qui est à la fois aussi la position de l'ANJ quelquefois. Est-ce que vous avez le sentiment que le mot d'indépendance en Guadeloupe effraie les Guadeloupéens comme c'était le cas, ou effraie même le colonialisme français? D'abord, l'indépendance, pas plus que l'autonomie d'ailleurs, oui, ne signifie la décolonisation. Il faut qu'on se mette d'accord là-dessus. Nous sommes, dans une démarche depuis notre existence et nous avons été la première organisation à affirmer l'existence d'un peuple guadeloupéen et de son droit à l'autodétermination. Ça veut dire de choisir lui-même l'organisation qu'il veut. Et dans ce choix-là, il peut choisir l'indépendance, il peut choisir l'autonomie, il peut choisir, y compris, de rester dans la relation avec la tutelle coloniale, le droit à l'autodétermination. Nous, Parti communiste guadeloupéen, nous sommes prononcés depuis tantôt sur l'indépendance. Donc c'est un droit. Sauf que, encore une fois, ce n'est pas l'indépendance qui met en place le modèle d'organisation de la société, les rapports de classe à l'intérieur de la société, qui sont aussi, et pour nous, l'autre bras armé de notre lutte. Nous sommes une organisation de libération nationale et sociale du peuple et des travailleurs guadeloupéens. Ça veut dire que nous voulons construire un autre modèle économique et social qui permette aux hommes de vivre de leur travail. Il y a des pays indépendants, et pourtant, dans ces pays indépendants, et qui restent des colonies, il y a des pays indépendants à l'intérieur desquels vous avez des régimes de domination, d'exploitation capitaliste. Tout ceci pour dire que le fond de la question, à cette étape historique,
de notre développement et de notre lutte, c'est s'accorder sur un projet, sur un contenu aujourd'hui pour sortir de la domination coloniale et construire un projet de développement de la société guadeloupéenne à partir de nos richesses, de nos potentiels. Je vous ai posé la question bien précise. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, en Guadeloupe, c'est un terme, un mot qui effraie encore les Guadeloupéens? Je ne sais pas s'il effraie. Vous êtes souvent sur le terrain, vous faites des pics de parole. Non, mais ce n'est pas tant le mot qui effraie. Ou le concept. Ce qui peut effrayer, c'est l'absence de vision à l'intérieur. Et comme je vous dis, aussi bien que pour l'autonomie, même si aujourd'hui plus personne ne vous fusille parce que vous êtes pour l'autonomie. Je vous rappelle qu'en octobre 1960, le pouvoir français chassait et pourchassait les communistes parce qu'ils revendiquaient l'autonomie. C'est parce qu'ils avaient parfaitement compris que c'est le contenu politique, le contenu de la vision du projet économique et social qui est la cause fondamentale, qui est l'élément essentiel. Et c'est pas tant, pour répondre précisément à votre question, la question de l'indépendance ou de l'autonomie qui effraie, mais l'absence de perspective, l'absence de mise en commun et de porter un projet, une vision guadeloupéenne de construction d'une autre société que celle que nous connaissons. Alors que ce soit l'UPLG, que ce soit l'ANG, vous êtes allé récemment aux élections. C'était les élections législatives, pas législatives, régionales il y a quelque temps. Est-ce que, Laurence Makaba, vous avez senti chez le peuple guadeloupéen, quand vous faisiez vos rencontres, les meetings, etc., un refus à la question de l'autonomie ou de l'indépendance? Je pense. Depuis un peu quand vous continuez d'ailleurs des réunions régulières, quel est le rapport aujourd'hui du peuple avec ça? Parce que par rapport à ce que dit M. Flémin, est-ce que c'est le concept ou bien c'est le contenu même? Je pense que c'est la pédagogie sur comment on fait, comment faire. Plus que l'indépendance ou l'autonomie qui fait peur aux gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait bien dans quel système on est, on vote, les élections, il y a des élus qu'on connaît qui sont là. Et c'est vrai que pour beaucoup, soit la question c'est si on va sur l'autonomie, c'est pas avec les élus qu'on a là aujourd'hui, sauf que, il faut quand même pouvoir changer de gars pour pouvoir, changer d'élu et qu'on sorte de ce scandale de la prime à la majorité qui fait qu'on a des conseils élus qui ne sont pas représentatifs en proportionnalité des forces politiques qu'il y a sur le territoire. Ou de l'autre côté, les gens ne savent pas vraiment comment faire. Alors on peut répéter qu'on veut l'indépendance, mais si on ne sait pas dire aux gens comment le faire, donc c'est pour ça qu'on a décidé de nous parler de chemin d'indépendance, chemin d'émancipation, déjà pour un premier temps, et deuxièmement, de ne pas faire de la question de l'autonomie ou de l'indépendance une ligne de démarcation, parce que ça pose une question. Et Félix Flémin l'a dit sur la décolonisation, ça pose une question centrale, c'est celle de la relation à la France. Mais notre relation à nous-mêmes. Comment on fonctionne en tant que société? Qu'est-ce qu'on veut comme société? Comment on s'organise? Comment on peut se développer? Et il nous semble que plus on va s'organiser, on va organiser notre société pour récupérer nos moyens de production économique, pour récupérer du pouvoir, pour au fur et à mesure récupérer des étapes, la population doit être consultée pour voir jusqu'où elle veut aller et continuer à pousser. Personnellement, moi, je suis totalement favorable à l'indépendance. Je pense qu'on est totalement capable de décider pour nous-mêmes. Parce que c'est ça l'indépendance. C'est pas être en autarcie, c'est pas avoir la souveraineté alimentaire, parce qu'on confond souvent les deux. C'est pas être riche. Être indépendant, c'est décider pour soi-même et prendre ses responsabilités pour soi-même. Alors, quand M. Losbar dit qu'il veut la domiciliation du pouvoir en Guadeloupe, est-ce que pour vous, c'est un cheminement vers l'autonomie, vers l'indépendance? Non, que ce soit domiciliation de pouvoir ou différenciation, on est toujours dans le même cadre. C'est-à-dire qu'on est dans un cadre où on veut gérer la situation du statu quo. C'est-à-dire qu'on ne brise pas le statu quo, ni avec la domiciliation, ni avec la différenciation. On est dans un cadre fixé, dans un concept qui est celui du transfert progressif vers les territoires
c'est le principe de subsidiarité européenne qu'on est en train de faire passer en droit positif français. Et on veut nous faire croire qu'il s'agit là d'une évolution substantielle. Non, nous péquons acheter ça. C'est pas vrai. En réalité, on est en train de nous endormir avec des concepts fumants qui n'ont rien à voir avec la réalité de ce que nous devons aujourd'hui avoir pour le peuple guadeloupéen. Nous avons des problèmes criants en Guadeloupe aujourd'hui. C'est un problème de l'eau, c'est un problème de la pollution au chlordécone. Nous avons des problèmes sanitaires à régler. Et il est aujourd'hui urgent que nous puissions décider par nous-mêmes. Je veux pour un exemple très simple, ce qui s'est passé durant la crise du Covid, où on a vu des gens défiler en Guadeloupe sans que nous ayons aucune possibilité de dire non. Nos frontières sont restées ouvertes alors qu'à un moment donné, on aurait dû avoir la capacité de dire non. Nous ne voulons pas, non. Comme les pays, à l'instar des pays de la Caraïbe qui nous entouraient et qui ont su protéger leur population. Donc nous voulons avoir cette faculté, cette possibilité, effectivement, de décider pour nous-mêmes et par nous-mêmes. Et je rejoins en cela la question de l'indépendance. Je crois qu'aujourd'hui, aucun Guadeloupéen n'est effrayé par la question de l'indépendance. Il faut bien comprendre que nous sommes plus dans le concept, dans les années 1970, où effectivement, il y a eu toutes les indépendances qui se sont passées, mais la géopolitique du monde a largement basculé aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui dans un monde multipolaire, qui n'est pas bipolarisé comme ça pouvait l'être dans les années 70. Et là, je crois que les Guadeloupéens commencent à se rendre compte dans quel monde nous vivons aujourd'hui en 2023. Et beaucoup de Guadeloupéens commencent à comprendre que nous ne pouvons plus rester à la remorque d'une Europe qui elle-même est en perte de vitesse. Et pour nous-mêmes, il est salutaire pour nous-mêmes de nous poser la question de est-ce que nous restons dans cet ensemble-là? Et je crois que par rapport à ça, les Guadeloupéens sont de plus en plus à même avoir une réflexion sur la situation de la Guadeloupe, même par rapport à nos pays caribéens. Lorsqu'on voit Barbade est de la grandeur de Marie-Galante. Lorsqu'on voit que Barbade, qui était dans le système britannique et qui aujourd'hui est en train de devenir une république, on voit bien que ce n'est pas une question de taille auquel on nous oppose régulièrement. On voit que c'est une question de volonté d'être sur la scène internationale pour ce que nous sommes et ce que nous voulons représenter au monde. Et les Guadeloupéens commencent à comprendre ça. Alors il faut bien entendu faire un travail d'explication et de pédagogie. C'est ce que nous allons nous efforcer de faire avec Semblé pour Nation Guadeloupe, qui représente effectivement une dizaine d'organisations. Alors, on va aller un peu très rapidement sur la prochaine question. C'est la question des sénatoriales. Vous n'êtes pas élu, donc vous n'êtes pas des grands électeurs, vous n'avez pas donc participé. Mais sur l'action des sénateurs pendant les quelques années qui viennent de passer, puisqu'ils sont en pleine campagne, on a même vu Victorine Lurel à Port-Louis la semaine dernière, un futur candidat comme Jocelyn Sapoti aussi y était. Qu'est-ce que vous avez à dire sur l'action, pas des parlementaires en général, mais des sénateurs, puisque c'est des sénateurs qui vont être réélus probablement au mois de septembre? Félix. Qu'il s'agisse des sénateurs, des députés, et je peux élargir le champ. Je ne fais pas et nous ne faisons pas un combat anti-élu, ça n'a pas de sens. La question, c'est quel positionnement à l'élu. Lorsque vous êtes soumis, et le vrai problème de la Guadeloupe aujourd'hui, c'est celui de l'assimilation coloniale. C'est-à-dire que nous sommes soumis aux lois françaises et aux directives européennes qui nous enferment, qui nous emprisonnent dans un cadre et dans un modèle économique et social qui ne nous permet pas de disposer des rênes nous permettant de construire une autre société. Et donc nos parlementaires vont amender, vont voter des lois, vont se prononcer sur des lois qui leur sont soumises, mais qui ne leur donnent pas la capacité, qui ne nous donnent pas en Guadeloupe les moyens politiques d'organiser notre pays, de mettre en place la protection des producteurs guadeloupéens, de faire valoir aujourd'hui la priorité à l'emploi guadeloupéen, à fixer le cadre de
l'accession au foncier, de faire émerger une citoyenneté guadeloupéenne. Pas le mot citoyen, une citoyenneté, c'est-à-dire un cadre juridique qui vous donne d'abord des devoirs, des droits économiques, politiques et sociaux et patrimoniaux qui font que, eh bien, dans votre pays, pour pouvoir produire, investir, il y a un cadre, il y a un code des investissements. C'est tout cela que nous avons à faire et qui ne peut pas se faire ni par un sénateur, ni par un député français, mais qui doit pouvoir se faire dans le cadre d'un pouvoir politique guadeloupéen qui élaborera ces lois, qui va définir ces cadres et qui va fixer la nature de ses relations avec la France, avec l'Europe, avec la Caraïbe, avec le reste du monde. Mais pour ça, le plus grand absent, c'est le peuple guadeloupéen. C'est avec lui qu'il faut construire le projet et se rassembler dans cette démarche-là. Monsieur Zandronis, nous avons fait cette proposition-là. Elle est toujours d'actualité, je la renouvelle aux autres organisations qui sont ici présentes. Ce BIC APEP Guadeloupe, comme lieu d'élaboration d'un projet, non pas entre les organisations, mais avec le peuple guadeloupéen. Parce qu'on ne va jamais gagner la décolonisation sans un rapport de force du Guadeloupéen, et sur un contenu et sur un projet. Nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Il y a l'État colonial français, et puis il y a nous, et singulièrement dans le nous, eh bien, le nous des, je ne cible pas l'organisation politique, le nous guadeloupéen, et singulièrement le nous des organisations qui se revendiquent de l'émancipation guadeloupéenne, mais qui sont dans l'incapacité de se rassembler pour faire ensemble et mobiliser le peuple guadeloupéen. C'est ce que nous avons aujourd'hui comme urgence si nous voulons sortir notre pays, ouvrir une perspective différente aux générations qui viennent. Laurence Macaba, vous avez failli être conseillère régionale il y a quelque temps, mais oui, puisque le nous, justement, est arrivé pas très loin de la victoire. Si vous aviez été conseillère régionale, quel sénateur vous auriez choisi? Alors, je ne sais pas du tout, mais c'est-à-dire que on n'a même pas... Je n'ai pas imaginé... C'est même pas une hypothèse. Non, parce que l'élection en France fait que le parti qui gagne a une espèce de primo-gagnant qui fait que l'opposition, quelque part, est instantanément réduite à peau de chagrin. Et donc, cette espèce de primo-gagnant-là, elle a façonné notre vie politique. Et l'embêtant, c'est que ceux qui aujourd'hui sont en poste, pour moi, ne parlent pas politique. J'ai le plus grand mal à voir quelle est la différence entre Jocelyn Sapoti, entre un Christian Baptiste, entre une Justine Bénin, entre Olivier Servat. Politiquement, quelles sont leurs visions de la société qui diffèrent? Il ne s'agit pas de dire qu'il faut qu'ils soient fâchés entre eux, mais qu'est-ce que politiquement ils portent? Quelle est la différence entre chacun d'entre eux? Quel est leur dogme, leur vision de la société guadeloupéenne qu'ils portent? Et donc, Olivier Servat se singularise, demain il appelle le marche à Jésus. Oui, il se singularise dans plein de choses, mais quelle est la vision de la société guadeloupéenne qu'il voit? Je ne sais pas. On avait Victorin Lurel qui pendant un moment parlait beaucoup d'immigration, alors qu'il était à gauche. Oui, et il parlait de nation sans État. Oui. Et donc on les écoute et on ne sait pas voir... qu'est-ce qu'ils pensent de l'économie? Qu'est-ce qu'ils pensent de la place de... On a le RSMA aujourd'hui qui forme nos jeunes. Ça pose un problème à quelqu'un? Non. On a aujourd'hui Dupond-Moretti qui est venu faire un tour, comme si c'était normal, nous annoncer, comme si c'était une bonne nouvelle qu'on ouvrait une nouvelle prison. Jamais ouvrir une nouvelle prison n'a permis de régler le problème. Plus on ouvre des prisons, plus on met des gens en prison. C'est simple. Et on ferme des écoles. Et on regarde aujourd'hui la démographie des prisons guadeloupéennes, c'est effarant pour nous et pour nous-mêmes, pour notre société. Et c'est vrai que quand on est sorti de l'élection, j'avais cet espoir-là que pendant 2 ans, il n'y avait pas d'élection. Pendant 2 ans, on aurait pu parler politique. Pendant 2 ans, on aurait entendu les propositions des uns et des autres. Et on constate que le département n'a toujours pas fini la campagne de 2021. La région... silencieuse, on ne sait pas où est-ce que la région va. Donc on se pose toujours les mêmes questions et pour moi le drame il est là de ne pas pouvoir à un moment ou à un autre avoir des débats sur des visions différentes de la société guadeloupéenne à porter et je pense que ces débats-là, je me permets, ces débats-là qui doivent aussi traverser les mouvements sociaux, qui doivent permettre de confronter les points de vue, à mon avis, pourraient permettre d'enrichir notre vision de la société guadeloupéenne.
Alors, juste une dernière question qu'on va essayer de voir ensemble et qui vous concerne tous. Comment les organisations que vous êtes, vous communiquez avec le peuple guadeloupéen? Alors, je pose la question. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que beaucoup de jeunes Guadeloupéens ne connaissent pas l'ANG, ne connaissent pas le PCG, ne connaissent pas l'UPLG. Et j'en veux pour preuve ce matin en faisant le flyer de l'UPLG. On me demandait, enfin, dans mon organisation journalistique, et un jeune me demandait c'est quoi l'UPLG, c'est quoi l'ANG. Des jeunes qui ont plus de 22 ans. C'est aussi résultat à société guadeloupéenne, en nous. C'est-à-dire, gens nous y est en Guadeloupe. Et si, je dis là, les jeunes pas connaître les organisations politiques qui cagoument en réalité tous les jours, si la question nationale, mais qui aussi fait des propositions, c'est pas d'avoir nous dans un système qui a réduit l'espace là. Aujourd'hui, là, nous sommes en l'espace médiatique Canal 10 qu'a offert nous. Mais en réalité, là, vous regardez les espaces médiatiques qui nous, eh bien, nous avons un accès assez limité à ces espaces médiatiques-là. Ça. Donc, c'est vrai ça aussi. Mais nous avons communiqué, nous avons les moyens de communiquer. Nous avons communiqué à travers les réseaux sociaux, nous avons communiqué à travers les médias et nous avons aussi l'ambition d'aller assez rapidement vers le peuple Guadeloupe à travers des forums où là nous avons invité à un plus grand débat. Alors là, nous avons travaillé sur ça au sein de l'Assemblée pour Nation Guadeloupe. Alors, ça tout à l'heure. Nous allons prendre une dernière pause là. Nous allons retrouver nous tout à l'heure puisque nous avons fini à 15. Nous allons retrouver nous tout à l'heure pour parler de ça. Dernière pause, et on se retrouve tout à l'heure avec le retour de l'actu et à la fin de ce débat. C'est parti.